Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce vendredi 8 avril, pour moi en tout cas. On est jour de pleine tempête et c'est enfin l'heure de vous tourner les sorties livresques d'avril 2022. On part ensemble pour découvrir 35 titres. Pour être très honnête, il y a beaucoup de suites dans cette sélection, étonnamment. Mais bon, je dis ça, il y a quand même 12 nouveautés grand format, donc ça va, vous devriez pas vous sentir lésés. Mais bon, on va pas perdre plus de temps. Si vous êtes prêts, on s'installe, on y va, c'est parti. Je vous propose qu'on commence tout de suite avec une sortie qui date du 1er avril chez Scrineo. Il s'agit de Quand vient la Horde d'Aurélie Luong. On est ici sur un roman de dark fantasy qui va nous emmener, je crois, en Corée médiévale qui est devenue province russe, quelque chose comme ça. On va suivre donc cette fameuse Horde blanche, la Horde blanche qui est menée par une femme, donc c'est une horde de mercenaires. Bon voilà, qui est menée par une femme qui a un surnom pas très sympathique. Prenez le synonyme un peu moins classe de prostituée et vous obtenez le nom Nanin Blanche. Bref, je sais qu'il y a des enfants qui regardent, donc je fais attention à ce que je dis de temps en temps. Donc voilà, et cette horde donc va débarquer dans un village où vit Ivan. Ils vont du coup l'enlever pour s'en servir comme appât pour assouvir une vengeance. Enfin bon bref, le jeune homme du coup va faire un peu semblant de les aider. Enfin ça c'est ce qu'il croit. Dans ce grand roman de dark fantasy, on ne va pas savoir où donner de la tête. Reste maintenant à déterminer qui sont nos amis et qui sont réellement nos ennemis. Cette fois le 6 avril, il est temps de découvrir, les fans du genre vont être contents puisqu'il y a plusieurs titres, nouvelles séries d'ailleurs qui sortent en ce mois d'avril. Bref, c'est un nouveau genre là qui est en train de pleuvoir, Bref, on en voit tous les mois, c'est assez hallucinant. En tout cas, c'est une nouvelle saga de Cozy Mystery que vous allez pouvoir découvrir. Il s'agit d'une enquête de Veronica Speedwell, le premier tome, un étrange prélude de Dina Reborn aux éditions Hauteville. On est ici toujours dans le cadre un petit peu qu'on affectionne, le Londres de la fin du 19e siècle. Véronica vient d'enterrer enfin sa tante vieillissante et du coup elle va pouvoir reprendre un petit peu ses activités. Elle rêve de voyage, de recherche scientifique et pourquoi pas un petit peu de batifolage amoureux quand même, l'air de rien. Sauf que du coup elle échappe de justesse à une tentative d'enlèvement. Donc elle reçoit l'aide d'ailleurs pour cela d'un baron allemand assez énigmatique qui finit par la confier à l'un de ses amis, un naturaliste un petit peu reclus et irascible nommé Stoker. Et avant que le baron allemand puisse révéler à Véronica donc ce qu'il sait du complot contre elle, il meurt assassiné. Et Véronica, poursuivie par un insaisissable assaillant, est obligée de former une alliance avec le mystérieux Stoker. Je me dis que ce petit Cozy Mystery pourrait être assez intéressant avec cette dimension un petit peu plus peut-être scientifique, naturaliste, etc. Où je dis pourquoi pas, il faut voir. Le troisième titre que je vous propose, eh bien c'est un titre qui vient de la maison d'édition un petit peu chouchou chez moi. D'ailleurs j'aurais dû vous le présenter du coup en vrai parce qu'il était prévu normalement que je le reçoive, mais je sais pas, est-ce qu'il y a eu un retard ou un oubli ou un changement de programme, je ne sais pas. En tout cas, pour vous dire que le 7 avril sort Nelly et Phileas, le tome 1 intitulé Le crime de Whitechapel de Roselyne Pendule et Constance Bouckaert aux éditions Gulfstream. On est ici sur un roman d'enquête historique. Vous savez, c'est la collection qui s'adresse aux 9-12 ans à peu près chez Gulfstream et qui fait moins de 200 pages. Donc ça c'est vraiment sympathique du coup à lire, on prend un plaisir fou, ça va vite et en même temps c'est de qualité. On est ici dans le New York puis dans le Londres de la fin du 19e siècle. Alors je vous lis le résumé. Quoi de mieux qu'un tour du monde pour dénicher des scoops? Elisabeth, journaliste en herbe surnommée Nelly, quitte New York pour Londres. La capitale anglaise est en effervescence. Jack l'Éventreur aurait encore frappé. Persuadée que cette exclusivité lui vaudra l'article du siècle, Elisabeth mène l'enquête et rencontre Phileas, un jeune gentleman lui aussi fasciné par l'affaire. Désormais en duo, les apprentis détectives cavalent après les indices dans les sombres ruelles de la ville, et si l'assassin n'avait rien à voir avec l'insaisissable Jack. Point d'interrogation. Donc voilà, du coup c'est un petit roman encore qui paraît vraiment super. J'adore le graphisme, j'adore la couverture, j'espère qu'il y aura des illustrations à l'intérieur, je sais plus du tout ce que j'en ai lu, mais voilà, il me semble, en tout cas j'ai vraiment hâte de le découvrir.
Si ce n'est en service presse, en tout cas ce sera en librairie. Donc je vous invite, c'est vraiment de qualité ce qu'ils font, donc je n'ai aucun doute que ça va me plaire. Le 7 avril, cette fois chez Nathan, vous allez pouvoir découvrir Le Déclencheur de Neil Chesterman. Alors ce titre paraît totalement dingue. On va suivre un adolescent, je crois de 17 ans, qui s'appelle Ash, qui mène une vie somme toute plutôt sympathique. Il est joueur de foot, il est populaire, enfin tout va bien a priori. Jusqu'au jour où il reçoit un coup de ballon sur la tête et alors là sa vie change à tout jamais, il devient carrément le centre du monde. Non mais je sais pas si vous imaginez. Bref, du coup il se retrouve en fait dans une réalité un peu parallèle. Alors cela commence par des petits changements, type les panneaux stop qui deviennent bleus. Bon on peut se dire à la limite trouble de la vision, enfin dû au choc, enfin bon bref on ne s'inquiète pas trop. Sauf que les changements vont rapidement prendre un peu plus d'ampleur. Il va se réveiller tour à tour femme, gay, dealer, tout ça dans une Amérique qui n'est pas sortie de la ségrégation, bref, ou celle-ci en tout cas n'a pas été abolie. Et donc si chaque voyage lui donne des perspectives un peu nouvelles, et c'est clairement, enfin je veux dire un apprentissage en accéléré, enfin je veux dire ça le fait mûrir de fou, et bien ça met aussi ses proches et le monde carrément en danger. Donc voilà, je trouve que, je sais pas pourquoi, le pitch semble un peu... Enfin... En tout cas ça me donne super envie, je sais pas vous, dites-moi en commentaire, mais je trouve ça assez original. Enfin bref, moi je n'ai pas encore lu Neil Chesterman, mais j'en entends quand même en général que du bien. Il y a eu son titre là, son dernier titre, mais qui était en fait vraiment un titre très ancien, sorti des tiroirs, qui avait pas tout à fait convaincu, mais en tout cas ces romans récents marchent extrêmement bien. Celui-ci donc est un roman fantastique destiné a priori aux adolescents. Donc à voir ce qu'on en pense, mais en tout cas moi je dis oui. Le 7 encore, on va pouvoir découvrir un autre titre, moi qui m'a frappé par sa couverture, parce que je vous avoue que la maison d'édition, je la connais pas encore bien. Il s'agit des Chemins de Sancturia de Jérémy Bem aux éditions Syros. On a ici une superbe illustration d'Anaïs Flony, donc on est sur un grand roman d'aventure et d'action, je vais vous lire le résumé, pour les amateurs de fantasy ou pour découvrir le genre. Sylvane est une jeune elfe qui veut venger les siens et retrouver le cœur de Sève, une pierre au pouvoir puissant qui a été dérobée par le sanguinaire chef des orques. Nora, une collégienne d'aujourd'hui, a une imagination débordante. Elle est persuadée que d'autres mondes que le nôtre pourraient lui être accessibles. Bon, on en rêve tous, hein, très honnêtement, voilà. Quel lien unit ces deux héroïnes? Donc on est sur un roman, voilà, ado qui s'adresse du coup aux 12, 13, 14 ans. Voilà. Mais ça n'empêche, moi je dis que n'importe qui peut le lire à partir du moment où il est intéressé. Une nouvelle petite saga qui sort encore le 7 avril. Alors là c'est les 2 premiers tomes d'une nouvelle série. C'est l'immeuble de la rue Cavendish avec le tome 1 qui s'intitule Les manigances de Margot et le tome 2 qui se nomme Charlotte se cherche. Voilà, je peux pas vous en dire plus. De Caroline Catt aux éditions Les Escales. Alors on va parler je pense de personnages dans chaque tome un petit peu différents, mais en tout cas qui vivent ou qui ont un rapport avec ce fameux immeuble de la rue Cavendish. Dans le premier tome, donc les manigances de Margot, pardon. Que se passe-t-il au 5e étage de l'immeuble de la rue Cavendish? On va découvrir Margot, la nouvelle voisine, qui est à peine installée et qui se retrouve à enquêter sur le couple qui vit au-dessus d'elle, et tant pis si tout le monde pense qu'elle devient complètement folle. Bref, on est ici sur une jeune femme du coup qui se cherche, qui a, je trouve que c'est assez sympathique parce que on va la retrouver avec plusieurs de ses amis, de ses voisins, etc. Il va y avoir du coup des personnages un petit peu, bon, j'allais dire des caricaturaux, mais pas vraiment, en tout cas un petit peu phare, la concierge désagréable qui exige qu'on l'appelle Madame Nathalie, le vieux fou du 2e étage, l'insupportable gamine du 4e, bref, voilà, on est ici sur un personnage principal qui est fan de films d'horreur. Bref, voilà, c'est, je pense qu'on peut s'identifier à pas mal de choses et elle va pouvoir compter sur ses autres voisins, donc Victoire, Charlotte, peut-être la fameuse Charlotte du tome 2, et Marcus, qui répondent toujours présents pour débriefer autour d'un verre. Bon, bah, ça on adore un petit peu, hein, le moment papotage et cancan. Et donc elle va rencontrer aussi un beau gosse du coup de l'immeuble en face. Bref,
Voilà, je sais pas trop ce que ça donne. Est-ce qu'on est sur du contemporain? Comme il y a une enquête aussi, est-ce qu'on est sur... Je pense qu'on est plus sur un contemporain qu'un genre Cozy Mystery ou un truc comme ça. Je pense que c'est pas le délire. Mais voilà, si vous voulez avoir un petit peu... Je sais pas comment on pourrait classer ça en fait. On est un peu sur le... Je sais pas, sur... À quoi ça me faisait penser quand je l'ai lu? Je me suis dit, tiens, c'est carrément... Enfin, un peu sur le même principe que Virgin River ou les trucs comme ça. Enfin, vous savez, les gens qui vivent dans la même ville et on va les suivre tour à tour dans chaque tome. C'est un peu ça, ou un peu Plus belle la vie. Je sais pas, à choisir un peu peut-être entre les deux. À découvrir, en tout cas je le trouve assez sympathique, j'aime beaucoup les couvertures et je trouve que l'idée voilà, de parler des différents personnages dans cet immeuble, ça peut être vraiment attachant, donc pourquoi pas. Alors le 7 avril, j'ai une autre sortie à vous proposer et vraiment je suis trop contente parce que il me fait super envie et en plus la maison d'édition m'a envoyé du coup quelques goodies pour annoncer du coup la sortie de ce premier tome de saga. Oui je sais encore, mais que voulez-vous, je n'y peux rien si il joue sur notre corde sensible, enfin bon, bref. Du coup c'est une sortie donc le 7 avril, il s'agit du premier tome de la saga Blackwater, donc qui s'intitule La Crue. C'est l'épique saga de la famille Casquet, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, moi je dois avouer que jamais de la vie, de Michael McDowell aux éditions Monsieur Toussaint l'ouverture, et en l'occurrence Monsieur Toussaint l'ouverture m'a envoyé donc quelques petits goodies il y a quelques jours, vraiment de façon très sympathique parce que je trouve que vraiment il se donne et c'est pas rien. J'ai reçu un courrier du coup du propriétaire de l'hôtel Osceola, donc qui se trouve dans la ville de Perdido en Alabama, il me semble. Je crois que c'est l'Alabama, hein, souvent c'est là-bas. Donc voilà, un petit courrier, donc sympathique, qui m'invite à y venir passer des petites vacances. Une petite carte postale, voilà, écrite, hein, bien sûr, enfin écrite, façon de parler, mais voilà, vraiment il se donne sur les goodies. Un petit autocollant. Donc voilà, spécial Blackwater, et donc la petite brochure en tout cas sur ce fameux livre. Bon, enfin je vous ai mis bien sûr l'image ici, mais honnêtement est-ce que c'est pas un peu magnifique? Et a priori, si j'ai bien compris, donc c'est une saga dont je vais vous parler dans une minute, hein. Donc forcément la fille donne tout avant de dire de quoi ça parle, c'est évident. Il y a 6 tomes dans cette saga, donc déjà ça vous dit un petit peu le délire. Et alors, à moins que je comprenne mal, mais d'après ce qui est écrit donc sur cette petite brochure, donc voilà, c'est qu'il y en aurait quand même 6 à sortir pour 2022. Et le dernier sortirait le 17 juin. Ça veut dire qu'ils vont tout sortir à la suite? Mais c'est trop bien. Enfin, pas pour notre portefeuille, mais je veux dire, c'est trop cool. Bon, bref, est-ce que je vous dis de quoi ça cause? Peut-être. Donc, Pâques 1919. Je voulais le résumer parce que franchement, je ferais jamais mieux. Alors que les flots menaçants Perdido submerge cette petite ville du nord de l'Alabama, un clan de riches propriétaires terriens, les Casquets, doivent faire face aux avaries de leur scierie, à la perte de leur bois et aux incalculables dégâts provoqués par l'implacable crue de la rivière Blackwater. J'adore. Menée par Marie-Love, la puissante matriarche aux 1000 tours, et par Oscar, son fils dévoué, les Casquets s'apprêtent à se relever. Mais c'est sans compter l'arrivée aussi soudaine que mystérieuse d'une séduisante étrangère, Elinor Damert, jeune femme au passé trouble dont le seul dessein semble être de vouloir conquérir sa place parmi les Casquets. Au-delà des manipulations et des rebondissements, de l'amour et de la haine, Michael McDowell, donc qui est décédé en 1999, co-créateur des mythiques Beetlejuice et de l'étrange Noël de Monsieur Jack, excusez-moi, et auteur d'une trentaine de livres, réussit avec Blackwater à bâtir une saga en 6 romans, aussi addictive qu'une série Netflix baignée d'une atmosphère unique et fascinante, digne de Stephen King. Découvrez le premier épisode de Blackwater, une saga matriarcale avec une touche de surnaturel et un soupçon d'horreur. Je sais pas vous, hein, mais déjà le livre en lui-même est somptueux. Bon, c'est un petit peu le risque
avec Monsieur Toussaint Louverture parce qu'ils nous font un travail éditorial, des livres-objets absolument somptueux de base. Et en plus, je veux dire, cette saga a l'air trop bien. Et alors j'ai appris plein de petits trucs grâce au fascicule. Et vraiment, si ça vous intéresse, n'hésitez pas parce que je pourrais vous en parler un peu plus. En l'occurrence, du peu que j'ai lu, j'ai compris que du coup, il y avait quand même un sacré lien entre l'auteur et Stephen King, et en l'occurrence que quand les premiers titres étaient sortis, donc c'était sorti en livre de poche, donc voilà, à large diffusion, ça avait rencontré tout de suite un succès inattendu, et que c'était sorti en fait une fois par mois à compter de janvier. Bref, le procédé du coup a inspiré Stephen King pour la publication de La Ligne verte en l'occurrence. Enfin bon bref, et du coup Monsieur Toussaint Louverture a décidé de respecter le désir originel de son auteur et de publier Blackwater en 6 épisodes. Pour faire découvrir ce petit bijou de la littérature populaire des années 1980 tout en revisitant la tradition feuilletoniste à une époque où règne Netflix, Monsieur Toussaint Louverture publie 6 livres au format fantasmatique à un prix défiant l'entendement. J'adore du coup, j'adore la façon de présenter. Enfin bon bref. Du coup, si vous êtes voilà, intéressé par ce genre de saga matriarcale avec voilà, cette petite touche de fantastique, voire un tout petit peu d'horreur, écoutez, c'est le moment de vous plonger. En plus, enfin voilà, avec le travail éditorial somptueux dans vos bibliothèques, ce sera... J'ai l'impression de faire téléshopping là, pas du tout, pas du tout, mais en tout cas, vraiment, je me note ce titre dans ma wishlist, c'est obligé. Cette fois chez Inceptio, c'est une grosse sortie que beaucoup de gens attendent pour le 12 avril. Il s'agit de Royal, de Paula Alexander et A.G. Canyon. Je sais pas du tout comment ça se prononce, je suis désolée. On est ici sur une uchronie, et si la révolution n'avait jamais eu lieu. Voilà, on se retrouve en 2030 où 2 mondes coexistent au sein de la royauté française. J'adore, la noblesse et le tiers-état évidemment, et on va suivre Aliénor et Arthur qui font partie un petit peu des 2 camps entre guillemets et qui vont se retrouver liés, etc. On va avoir du complot, de la trahison, un désir de justice, chacun devra déterminer sa voie, enfin bon bref, du coup ça a l'air quand même hyper sympathique. Du coup j'aimerais beaucoup découvrir enfin une uchronie parce que je sais pas trop si j'en ai... Parce que entre uchronie, dystopie, enfin bon bref, c'est un peu compliqué parfois de déterminer dans quel genre les classer. Bref, c'est un peu compliqué parfois de déterminer dans quel genre les classer. Mais du coup, ce type d'uchronie, je crois que chez Inceptio, c'est la première fois. Et je sais pas pourquoi ce titre vraiment appelle. Donc voilà, laissons-nous appeler, moi, que vous dire de plus. En tout cas, c'est un titre vraiment qui me fait aussi très envie. J'espère que vous également. Quand je vous parlais de nouveau Cozy Mystery, eh bien c'est le moment, le 14 avril, de retrouver le premier tome d'une série qui s'intitule Bigoudi et Petites Enquêtes, le tome 1 Panique à Walborg, je sais pas du tout si c'est comme ça que ça se prononce, pardon, de Naël Charles aux éditions Archipoche. On est ici sur un Cozy Mystery qui décoiffe. On va y découvrir Léopoldine Courtecuisse, j'adore le nom, la coiffeuse qui démêle l'enquête. Voilà, cette femme, donc cette coiffeuse, vit dans le bourg alsacien de Walbourg, je sais pas du tout comment ça se prononce. Entre teinture, shampoing et coupe de cheveux, cette trentenaire peine à gérer ses 2 adolescents depuis que leur père l'a quittée pour sa jeune sœur. Ok, sympathique. Depuis toujours, elle déteste son nom de famille. Bah oui, ça se comprend aussi un petit peu, j'avoue. Et supporte de moins en moins ses parents qui ne jurent que par leur cadette. Mais elle reste résolument optimiste. Allez, courage, grâce à ses séries policières préférées qui n'ont pas plus de mystère pour elle que les petits secrets des clientes de son salon. Un soir, elle découvre le corps sans vie d'une caissière sur le parking de l'hypermarché. Alors que toute la population est sous le choc, Léopoldine, qui a toujours rêvé d'être flic, en est désormais certaine. Elle va pouvoir montrer à tous quelle incroyable enquêtrice elle est. Et ce n'est certainement pas cet arrogant lieutenant Delval qui l'en empêchera. Foi de Léopoldine Courtecuisse. Terrible. Il se pourrait même qu'il soit contraint de solliciter son aide.
Voilà, bah écoutez, je me dis pourquoi pas, je sais pas vous, mais ce petit personnage en fait, en tout cas ce personnage principal, semble vraiment, vraiment original et vraiment attachant. Donc je me dis écoutez, pourquoi pas, c'est un premier thème de Cozy Mystery, donc qui semble se dérouler en plus en France. Donc je dis ouais, banco, carrément. On enchaîne le 20 avril avec la sortie du goût amer des pissenlits d'Isa Borkin aux éditions J'ai lu. Dans ce livre, on va suivre Marthe Sylvestre, une veuve au caractère bien trempé et à l'humour acide, qui va avoir 80 ans. J'adore. Une perspective qui la plonge dans de terribles angoisses. Alors pour chasser le cafard, elle engloutit des tonnes de nourriture. Quel souvenir pourrait-elle bien laisser derrière elle lorsque son heure viendra? Son cerveau est en ébullition, ses neurones s'affolent. Aidée de Vonig, son aide ménagère, d'Edouard, son ami concierge et photographe, puis d'Alda, une charmante jeune femme rencontrée dans un salon de thé, Marthe va retrouver le sourire. Entre tergiversations, échanges cocasses, réminiscences du passé et rebondissements au présent, elle élabore un incroyable projet. Ah, j'aime trop. Je sais pas pourquoi ce titre, franchement quand j'ai lu le résumé, je me suis dit ça c'est vraiment trop cool parce que c'est un sujet du coup hyper, je trouve, touchant, déjà, enfin en tout cas qui a l'air touchant, mais c'est vrai que cette vieillesse, ce troisième âge, enfin comment dire, aussi le passage hein, on va tous y arriver, hein, notre mort à un moment, ce sont des sujets qu'on n'aborde pas forcément facilement, ou pas tous les jours, parce qu'on estime que c'est pas hyper réjouissant, blablabla, etc. Et je trouve que c'est dommage parce que c'est vraiment des sujets, comme le dit le résumé, qui peuvent être angoissants. Et le fait de ne pas en parler, de ne pas voir aussi que c'est pas parce qu'on arrive à un certain âge que tout devient, enfin tout est fini, enfin voilà, on ne peut plus rien faire, etc. Bah si, en fait on peut faire des choses, on peut continuer de vivre quoi, enfin voilà, au bout d'un moment. Donc je trouve ça super, enfin je sais pas pourquoi, ce titre vraiment il m'appelle. Et puis cette petite vieille mamie là au caractère bien trempé, voilà, moi j'adore, j'adore ce genre de personnage, donc je me dis pourquoi pas. On continue le 26 avril avec une nouvelle sortie Inceptio. Il s'agit du premier tome des Rôdeurs de l'Empire de Guy Roger Duvert. Que nous dit le résumé? Une auberge perdue au milieu de montagnes boisées est soudainement attaquée par une troupe de soldats vêtus de noir. Les survivants, un groupe éclectique de guerriers, mercenaires, voleurs et autres rôdeurs, ne se connaissant pas les uns les autres, parviennent à se barricader à l'intérieur avant le second assaut. Leurs points communs, ce sont tous des professionnels de la survie. Eux ont une chance de survivre là où la plupart périraient. Ils partagent désormais un objectif double, découvrir pourquoi on les veut tous morts et surtout malgré les suspicions et tensions qui se développent entre eux, survivre. C'est mieux quand même. Donc on est ici sur une saga d'heroic fantasy, loin des châteaux et des cours royales. Elle cible plutôt ceux accoutumés à la boue, soldats, espions, criminels, bref ceux qui se salissent les mains lorsque d'autres donnent des ordres. Ouh, celui-ci il a l'air sympathique aussi là. Bref, on termine maintenant le 28 avril avec une sortie vraiment, mais vraiment qui a l'air trop bien. Il s'agit de À un cheveu de Maëlle Dezard aux éditions Slalom. Alors Maëlle Dezard c'est entre autres la maman de ce titre, donc en l'occurrence, enfin, en tout cas que moi j'ai découvert, donc Les Tribulations d'Esther Parmentier, qui est une saga du coup adolescent, oui, ado, young adulte, je sais pas, ado, young adulte, bref, d'urban fantasy qui est vraiment à se tordre de rire. J'aime beaucoup la plume de Maëlle Dezard et son ton toujours plein d'humour et vraiment j'adore. Bref, on est ici sur un roman adolescent, mais qui ne va pas du tout parler de sorcières, ni de vampires, ni de tout ça. On est sur un contemporain. On va suivre Emma, du coup, qui a 17 ans, qui aime la natation. Son frère, presque jumeau, le chocolat, est dessiné dans les marges de ses cahiers. Elle serait à un cheveu de la belle vie si elle n'avait pas perdu les siens. De cheveux, 2 ans plus tôt. Et entre parenthèses, tandis que le reste de ses poils a continué à pousser, merci bien. Voilà, c'est le genre d'humour de l'autrice qui moi me fait mourir de rire. Affublée d'une perruque avec laquelle elle entretient une relation d'amour-haine quasi mystique, Emma décide de profiter du déménagement de sa famille pour repartir de zéro, nouvelle vie, nouveaux amis et peut-être un premier amour. Un roman lumineux sur l'acceptation de soi et de son corps, résolument féministe et universel. Et moi je dis
absolument. Absolument, c'est ce genre de sujet qu'on n'aborde pas en général. D'ailleurs, je crois bien que c'est le premier livre, en tout cas personnellement c'est le premier titre que je vois qui aborde ce sujet, et en l'occurrence je trouve ça extrêmement fort puisque Maëlle Desarts du coup a la maladie qu'on appelle alopécie. Je voudrais pas dire de bêtises, mais en tout cas il me semble donc qu'elle est atteinte de cette maladie, donc l'alopécie, qui fait perdre plus ou moins les cheveux, enfin voilà, bref, vous irez voir si ça vous intéresse. Et du coup il y a quelques temps elle a décidé aussi de ne plus porter, je crois, de perruque. Bref, il y a toute une histoire et je trouve ça extrêmement fort qu'elle nous propose un titre comme ça adressé aux adolescents, et je trouve ça mais tellement bien, que ça pourrait tellement aider aussi les enfants, les ados qui pourraient être dans la même situation et du coup se sentir un peu seul quoi, enfin un peu voilà, bref, je trouve ça trop bien et puis avec cette plume et cet humour, je ne doute pas que ce sera quand même un très 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 bon moment. Plein d'émotions, mais aussi voilà, plein de rires, j'en suis persuadée. Donc j'ai vraiment très envie aussi de découvrir ce titre parce que je ne suis pas touchée par cette maladie, mais j'aimerais beaucoup en apprendre plus, en l'occurrence par ce biais. Et puis voilà, hein, travailler l'empathie c'est toujours important. On passe cette fois aux suites de saga. Le 5 avril, vous avez pu découvrir les tomes 2, donc partie 1 et partie 2 de la Guilde des Ombres, donc intitulé Le Don de Vie, je crois, d'Anatrice aux éditions Plume Blanche. Alors c'est une saga du coup qui fait vraiment grand bruit parce que le premier tome, donc les deux parties du premier tome, ont vraiment eu beaucoup de succès. Donc voilà, je vous le conseille à 100%. En plus le travail des éditions Plume Blanche, vraiment de tous les livres que j'ai pu découvrir de chez eux, est à tomber. Donc voilà, n'hésitez pas. Ensuite, le 6 avril, donc le lendemain, a été disponible le tome 3 d'une petite saga que j'ai pas encore commencé, mais j'ai le premier tome, c'est ma Laetitia du coin lecture de Galerie qui me l'a offert. Il s'agit du Chat du bibliothécaire, donc le tome 3 intitulé Théâtre macabre de Miranda James aux éditions J'ai lu. Le 7 avril, c'était la sortie tant attendue du tome 2 de La Carte des Confins de Marie Repelin aux éditions PKJ. Donc voilà, j'ai adoré le premier tome, en même temps on parle magie, on parle piraterie et on parle romance. Donc comment vous dire qu'il ne m'en fallait pas beaucoup plus. Je ne me suis pas encore ruée sur le tome 2, mais ça ne saurait tarder, ça c'est évident. Ensuite, le 7 avril aussi, vous pouviez découvrir donc le tome 7 de la saga Au service secret de Marie-Antoinette, Les fourberies d'Escarpin de Frédéric Lenormand aux éditions La Martinière. Cette petite saga, moi personnellement, je ne l'ai pas encore découverte, mais j'en ai entendu quand même de très bons échos. Donc pourquoi pas. On continue, je vous avais dit qu'il y avait beaucoup de suites. Le 8 avril avec le fameux tome 2 de Capitale du Sud, Les Trois Lucioles de Guillaume Chamanadjian aux éditions Aux Forges de Vulcain. Donc voilà, c'est un titre du coup qui était je crois aussi attendu puisque les premiers tomes de Capitale du Sud et Capitale du Nord donc sont sortis l'année dernière si je ne me trompe pas. En tout cas ils étaient sortis pour les Imaginales qui se déroulaient en octobre. Donc voilà, je vous referai pas le pitch, hein. Je vous l'ai présenté une fois. On est sur carrément deux sagas qui forment je ne sais plus quoi. Je vous avais fait un schéma, ça je m'en souviens bien, mais j'ai pas tout retenu parce que c'était compliqué. Ensuite, oulala, grosse sortie le 14 prévu chez De Saxus si tout va bien. Il s'agit du tome 4 de la saga The Bone Season, intitulé donc Le Masque tombe de Samantha Shannon. Bon, voilà, je vais pas revenir dessus. On est ici sur une superbe, je pense, saga un peu inclassable, hein, SFFF, fantastique, fantasy, science-fiction, on sait pas trop où la mettre. Mais en tout cas, vraiment, le premier tome, j'ai adoré. On est encore sur un monde, mais totalement ouf, enfin, imaginé par l'autrice. Donc, voilà, j'ai les 3 premiers tomes dans ma pile à lire. Donc, potentiellement, celui-ci ne devrait pas tarder à les rejoindre. Même si j'ai lu que le premier, donc on va se calmer. Mais, quand même. Ensuite, du coup, chez Gulfstream, le 14 avril est aussi attendu le tome 2 de l'agence
Lovecraft, donc intitulé Déesse de la mort, de Jean-Luc Marcastel. Vraiment le premier tome, oh là 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 là. En parlant de Lovecraft, enfin voilà, on sent que du coup, enfin c'est évident, il s'est dit même, donc il n'y a aucun doute que c'est fortement inspiré donc de l'univers de Lovecraft, mais voilà, pour les adolescents, et c'était trop bien. J'ai vraiment j'ai vraiment trop aimé du coup. Alors il y a des monstres, il y a des trucs et tout machin, mais c'est flippant, c'est angoissant, on angoisse vraiment pour les 3 jeunes qu'on suit en particulier. Bref, je découvrirai ce tome 2, ça va sans dire. Donc voilà, je vous le conseille. Et puis en plus, l'auteur est génialissime, vraiment. On l'a rencontré aux Imaginales, il est top. Et puis les livres sont absolument superbes. Le premier tome du coup brillait dans le noir. Enfin, c'était... voilà. Ensuite, du coup, pour finir, je crois, le 20 avril sort le tome 2 de Silence, vous savez, cette saga, donc qui s'intitule Voile, de Dylan Farrow aux éditions J'ai lu. Je n'ai pas lu Silence, mais il me semble que j'en avais entendu de bons échos. Donc voilà, si ça vous tente, en tout cas, vous savez que le tome 2 sort donc le 20 avril. On va pouvoir passer aux poches maintenant et ça va être assez rapide. Je sais pas si c'est pas la première fois que ça m'arrive, je n'ai que 2 poches en nouveauté à vous présenter, ou en tout cas en premier tome, donc bah voilà. Le 6 avril sort chez J'ai lu le tome 1, on en a parlé d'ailleurs tout à l'heure, de The Bonne Season, donc intitulé Saison d'os de Samantha Shannon. Je vous en ai parlé, est-ce que je vous fais le résumé? On est à Sion, Londres, les clairvoyants n'ont pas droit de cité. Ils sont pourtant nombreux à vivre et à travailler dans la clandestinité comme Paige, dont le job consiste à voler des informations dans l'esprit des gens pour le compte d'un baron de la pègre. Un soir, la police psychique l'appréhende et l'envoie à Oxford, dans un camp de rééducation où des êtres dotés d'un pouvoir inimaginable, les Réphaïm, font régner la terreur. L'un d'eux, le gouverneur Acturus, la prend sous son aile et lui propose même de l'aider à développer ses talents. Mais Paige n'a qu'un seul objectif, l'évasion. Bref, c'est un petit résumé, voilà. Je trouve qu'il est très bien. Honnêtement, c'est celui de la maison d'édition, donc voilà, c'est parfait. Mais il y a tellement plus à dire. C'est terrible, faut se réfréner, donc c'est très bien comme ça vous donne au moins un petit aperçu, mais vraiment, vraiment, c'est un monde tellement dense, tellement complexe. Alors c'est pas difficile d'y rentrer, hein, mais wow, ça m'étonne pas qu'on en soit déjà au tome 4, parce qu'à mon avis, il y a tellement à dire. Donc voilà, si j'ai un conseil, si vous ne vous êtes pas déjà lancé en fait dans la découverte de The Bonne Season, lancez-vous avec ce tome du coup en format poche, en tout cas ce sera plus abordable. Donc voilà, mais surtout n'hésitez pas parce que c'est une petite pépite. Deuxième titre du coup, qui est dans ma pile à lire mais que je n'ai toujours pas lu. Le 27 avril sort le premier tome du Bureau des affaires occultes. Je savais même pas que c'était un premier tome. Je l'ai découvert en préparant ces sorties livresques pour tout avouer, puisque le tome 2 de cette saga sort je crois le mois prochain ou quelque chose comme ça, donc voilà, c'était la surprise du jour. Donc c'est un titre d'Éric Foissier, donc qui est sorti en grand format chez Albin Michel je crois, et qui sort cette fois en poche chez le Livre de Poche. On est 1830, donc dans un Paris enfiévré qui est encore sous le choc des journées révolutionnaires de juillet. Le gouvernement de Louis-Philippe, donc nouveau roi des Français, tente de juguler une opposition divisée et virulente, et on va suivre dans ce contexte le jeune inspecteur Valentin Verne qui est muté à la brigade de sûreté fondée quelques années plus tôt par le fameux Vidocq. Ce nom peut-être vous parle déjà. Bref, on en parlera plus tard. Il doit élucider une série de morts étranges susceptibles de déstabiliser le régime, car la science qui progresse, mêlée à l'ésotérisme, alors en vogue, inspire un nouveau type de criminalité. Oh, j'adore. J'ai l'impression qu'on va se retrouver un peu, vous savez, dans le Sherlock Holmes avec machin là qui fait Iron Man. Oh, c'est pas possible, comment s'appelle-t-il? Je ne sais plus, je vous le mettrai là. Bref, est-ce que c'est Guy Ritchie qui tourne ça? Pas du tout, ça se trouve, je ne sais plus du tout. Bref,
un petit peu dans ce contexte-là, sauf qu'on est à Londres là-bas. Féru de chimie et de médecine, cultivant un goût pour l'irrationnel, Valentin sait en décrypter les codes. Nommé à la tête du bureau des affaires occultes, un service spécial chargé de traquer ces malfaiteurs modernes, il va donner la preuve de ses extraordinaires compétences. Mais qui est vraiment ce policier solitaire, obsédé par la traque d'un criminel insaisissable, connu sous le surnom du Vicaire? Qui se cache derrière ce visage angélique où perce parfois une férocité déroutante? Il a l'air trop bien, il a l'air trop bien. Il est dans ma pile à lire, je sais pas pourquoi il y a encore, surtout qu'on avait dit avec Laetitia d'ailleurs, du coin lecture de Galley, qu'on allait lire en lecture commune et finalement on l'a pas fait, probablement par ma faute, c'est évident. Mais voilà, c'est un titre vraiment, je l'avais repéré dès sa sortie et il me fait trop envie. Eh bien écoutez, si vous voulez vous lancer avec le livre de poche, prévenez-moi et on se prévoira du coup une lecture commune, comme ça m'obligera à le sortir de cette pile à lire, c'est terrible. Du coup c'était les deux seules poches, donc je vais vous parler de l'unique suite en poche. Et bien en poche du coup sort également le 7 avril le tome 2 de la légende d'Iscari, donc le combat des âmes sœurs, de Kristen Ciccarelli chez Pôle Fiction, donc chez Gallimard. Voilà, un petit peu au niveau des poches, ce qu'on avait. Voilà le paysage au mois d'avril, donc pas grand chose en tout cas dans ma sélection évidemment, sinon il y en a évidemment, mais voilà, moi c'est tout ce que j'ai retenu. Manga Peanuts, rien du tout, en tout cas en nouveauté en premier tome, vraiment je n'ai rien retenu, rien n'a retenu mon attention, pardon. Mais par contre au niveau des suites, eh bien au niveau des suites, donc je vous disais le 6 avril sortait chez K-Books le tome 4 de Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim de Jeong Yoon. Pardon. Et il est là. Oui, il est là. Je vous en ai pas encore parlé évidemment parce que j'ai pas encore fait de vidéo. Mais ces dernières semaines au niveau lecture, c'était compliqué. Par contre, j'ai bouffé du manga, oh là là, à Gavas. Et en l'occurrence, voilà, la secrétaire Kim, là, bizarrement, j'étais très à l'heure. Hein, donc, bah écoutez, j'avais précommandé et il est arrivé. Donc sans problème, je vous fais pas le résumé, je vous l'ai fait 15 fois, mais voilà, c'est un petit manga que j'aime beaucoup. Et puis les formats du coup chez K-Books, là j'avoue que j'apprécie. D'ailleurs le même jour est sorti le tome 3 de Crush of Lifetime de Ji-Young Alim Kim Yeon-yu. Je crois que c'est ça, chez K-Books aussi, donc bah écoutez voilà, on est encore sur une petite histoire assez sympathique, en tout cas le premier tome m'avait beaucoup plu, le tome 2 est dans ma pile à lire, étonnamment je l'ai pas encore lu, je sais pas pourquoi, parce que c'est des choses qui passent tout seul, et donc là vraiment ces dernières semaines je n'ai bouffé que ça, que du manga, un petit peu de BD, et j'ai regardé aussi beaucoup de dramas coréens. Me demandez pas, c'est les seules choses que mon cerveau était en capacité d'assimiler, donc voilà, c'est comme ça. Ensuite le 7 avril, donc bah c'était hier, est sorti le tome 8 normalement des Carnets de l'apothicaire de Natsu Yuga et Nako Korache, donc chez Kiyun. C'est une petite saga franchement qui fait beaucoup de bruit, il y a eu vraiment un énorme engouement, notamment on en a beaucoup entendu parler sur la sortie des premiers tomes. Là ils enchaînent, donc franchement c'est trop cool, mais je me suis pas encore lancée perso, je sais pas pourquoi. Je sais pas, ça viendra peut-être un jour, mais pour l'instant non. Ah, donc vous à voir, du coup si vous avez commencé en tout cas vous le savez. Ensuite le 13 avril sort chez Pika le tome 9 du Sailor Moon, donc Eternal Edition de Naoko Takeuchi. Donc bah on adore. Je me demande d'ailleurs si c'est pas le dernier, j'ai un gros doute à vérifier, mais en tout cas j'ai adoré me replonger dans le premier tome. Faut d'ailleurs que j'enchaîne parce que ça devient ridicule. Mais voilà, le 20 avril sort le troisième tome d'un petit manga aussi dont j'ai beaucoup entendu parler, qui a l'air trop choupinou. Il s'agit de Yuzu la petite vétérinaire de Mingo Ito chez Nobinobi. Donc Nobinobi, donc ça fait partie de Pika il me semble, mais c'est en fait la collection qui s'adresse vraiment aux enfants, enfin
oui, aux enfants en tout cas, ou plus jeunes. Donc voilà, si c'est moins développé, etc. J'avais eu un problème avec un titre qui était sorti chez eux, et parce que je trouvais que c'était pas assez développé, mais en même temps c'est parce que ça s'adressait du coup, voilà, pas aux adultes, donc c'était un peu normal. Bref, le 29 pour finir, sort le tome 3 de la saison 2 de La Petite Faiseuse de Livres, donc de Suzuka entre autres, chez Ototo. Et c'est pas le seul nom parce que voilà, je les ai plus en tête, mais je les remettrai là. Donc voilà, c'est la saison 2, c'est le tome 3. Moi je suis toujours à la saison 1, je crois que j'ai lu les 3 premiers tomes, ça a pas été... On a une histoire un peu compliquée ensemble avec ce petit manga, mais je lui laisse encore sa chance, je pense que je vais découvrir au moins le tome 4, voire, voilà, ce sera vraiment la der des der, si ça me convainc pas plus que ça, je laisserai tomber, mais en tout cas... c'est quand même très sympathique. Et puis du coup désormais je vais vous parler des BD. Alors côté BD, eh bien en nouveauté je n'ai qu'un titre à vous présenter. Oui, non mais vraiment de mois en mois on passe du tout au tout. Eh bien j'ai un seul titre donc que j'ai sélectionné. C'est un titre qui sort chez Dupuis et d'ailleurs qui sort aujourd'hui. Il s'agit du tome 1 des Sauveurs d'Esprit, donc intitulé Louise de Carbone et Julien Monnier. C'est une petite BD du coup où on va rencontrer Sam, je crois, qui est une petite fille qui parle aux esprits du cimetière. C'est trop mimi. Je suis désolée, je regarde beaucoup mes notes, mais voilà. Lorsqu'elle croise Louise, le fantôme d'une vieille dame perdue et enterrée anonymement dans le carré des indigents, elle décide donc de l'aider à retrouver son passé et surtout son mari qui doit s'inquiéter de sa disparition. Tant pis si Tim, son grand frère, qui la garde depuis la mort de leur père, la croit folle de parler ainsi à son ami imaginaire, et tant pis si l'assistante sociale se dit qu'il ne serait pas inutile de séparer ces deux jeunes gens un peu bizarres. Bienvenue dans la nouvelle série de Carbone, donc Carbone du coup qui a fait la boîte à musique entre autres, Dans les yeux de Lia, La sentinelle du petit peuple, ça vous donne un petit truc, ici accompagné de Julien Monnier, donc une saga jeunesse à la fois inventive, touchante et pleine d'humour. Moi j'adore, le graphisme c'est tout ce que j'adore, l'histoire je la trouve folle, donc voilà le côté fantôme, le côté frère et sœur, le côté un petit peu moins sympa du coup avec voilà le deuil et etc. etc. Je pense qu'il y a moyen de passer un vraiment très bon moment, c'est une petite saga qui me dit vraiment bien. Et puis alors au niveau des suites, quelques titres à vous proposer. Donc le 8 avril sort le tome 8 de la série Franck, donc intitulé Exode d'Olivier Bocquet et Brice Cossu chez Dupuis également. J'ai lu les 4 ou 5 premiers tomes. Je suis un peu à la bourre mais ça va, c'est tranquille donc pourquoi pas. Le 15 avril, oulala, cette petite BD. C'est le 4e je crois et dernier tome de cette petite série. Il s'agit de La tapisserie du dragon T de Kay O'Neill, Cathy O'Neill, je sais plus, bref, Kay O'Neill, qui sort chez Bliss. Donc c'est une superbe BD que je vais vraiment prendre le temps de découvrir un jour, c'est promis, mais c'est vraiment une petite BD qui a l'air trop mimi. J'adore le graphisme, j'adore la colorisation, ça aborde plein de thèmes de diversité et je trouve ça trop cool, et puis très original avec ses dragons T. Vraiment trop, enfin ça a l'air trop mignon. Le 20 avril, c'est un tome 7 qui sort chez Akileos. Il s'agit de Space Boy de Stéphane McCraney. J'ai le premier tome dans ma pile à lire, c'est un miracle et d'ailleurs je pense que je vais le découvrir là pas tard parce qu'il me fait très envie. Voilà, on est sur une BD du coup science-fiction parce qu'on parle d'espace, on parle de retour sur Terre, on parle d'une jeune fille je crois qui a, ah là là, comment ça s'appelle, je ne sais plus, cette capacité du coup à sentir le goût des gens, je crois que c'est ça, à sentir le goût, c'est bizarre, mais enfin vous voyez un peu ce que je veux dire, bref en tout cas ça a l'air vraiment chouette. Ensuite le 29, alors là on arrive vraiment sur la fin, le 29 avril chez Le Lombard, c'est la sortie du tome 2 de la BD Elle, donc intitulée Universelle, d'Aveline Stockart. Donc c'est une BD qui a l'air vraiment trop cool aussi,
moyen format, il est pas sur le format des BD classiques comme ça, il est un peu plus petit je crois, et la colorisation est vraiment très sympathique. On parle d'une petite fille du coup qui a plusieurs personnalités. Et franchement ça me tentait vraiment bien, du coup je suis contente de savoir qu'il y a un tome 2. Et puis pour finir, le 29 avril encore, c'est le tome 6 de ma petite chouchou aussi, d'Animal Jack, donc Face à la meute, de Miss Prickly et Kit Toussaint, qui sort également chez Dupuis. J'ai retenu beaucoup de choses chez Dupuis ce mois-ci. Donc voilà, Animal Jack qui est un petit garçon qui, enfin je vais pas tout vous spoiler, hein, mais du coup qui a des pouvoirs particuliers avec les animaux, et c'est trop bien, vraiment le graphisme est top, la colorisation est top, l'histoire est merveilleuse. J'ai adoré du coup les premiers tomes que j'ai découverts, j'en ai un ou deux à lire là. Peut-être que je me suis arrêtée au 3 ou 4. Mais vraiment j'ai adoré. Donc et la tournure de l'histoire, enfin la tournure que prenait l'histoire du coup j'aimais beaucoup. Je trouvais ça très intéressant comme parti pris. Donc voilà, j'ai vraiment hâte. Voilà, on en a fini de ma sélection des titres de sortie, en tout cas livresque pour avril 2022. J'espère avoir été assez rapide. Et comme il y avait beaucoup de suites, et donc je ne fais pas de résumé des suites, ça devrait être assez rapide. Normalement, elle devrait pas être trop longue cette vidéo, mais bon, je prends toujours des pincettes. Bref, en tout cas, on est en plein challenge, donc le challenge pas le printemps 2022. Si ça vous intéresse de nous rejoindre, eh bien c'est sur Instagram que ça se passe. N'oubliez pas, comme d'habitude, si vous avez aimé le contenu que je vous propose, de liker, de vous abonner, de commenter, enfin tout ça. Et d'ailleurs, j'aimerais du coup pour ceux qui ne savent pas trop quoi dire ou commenter, enfin quoi mettre en commentaire, parce que c'est un peu ça l'idée, parce que je suis la première à bugger un peu et à pas toujours laisser de commentaires sous les vidéos que je regarde, c'est pas bien, c'est vraiment pas bien. Et bien je vais reprendre le principe proposé par Nina, donc de la chaîne Nina Quill, qui propose en fait à ses abonnés, ou en tout cas aux gens qui la regardent, à ses spectateurs, de laisser en commentaire en fait simplement un emoji qu'ils choisissent pour chaque vidéo, pour montrer du coup qu'ils ont regardé la vidéo sans pour autant prendre le temps de marquer vraiment un pavé ou une phrase, enfin voilà, bref. Donc je vous propose du coup pour cette vidéo, si vous ne savez pas quoi mettre en commentaire, de laisser tout simplement un flocon de neige, puisque en avril, on est quand même, je veux dire, on a quand même eu de la neige quoi. Moi ça me rend un peu ouf. Donc là, voilà, j'avais envie d'amorcer cette nouvelle tradition avec le petit flocon du mois d'avril, parce que je pense que ça va être intéressant de s'en souvenir. Donc voilà, j'espère que vous ça va, que vous faites de chouettes rencontres livresques en ce moment. On se retrouve très rapidement pour la prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous.